Merci d'être là. Petit rappel, vous ne sortez pas sans avoir scanné votre QR code avec Gaël. Donc merci de la proposition et merci à Gaël pour l'organisation de cette, on va appeler ça sensibilisation, ce qu'on appelle moi cette conférence. Donc je vais avoir l'honneur de préparer le terrain à Gilo pour le sujet qui résume tout le numérique, l'intelligence artificielle. Je vous avoue que j'aime bien rappeler quand même qu'il y a quand même un numérique sans intelligence artificielle aussi. Je vais me présenter rapidement. Donc Emmanuel Laroche, je travaille chez Sopa Steria depuis 2 ans, donc en entreprise de services numériques. Auparavant, j'ai passé 21 ans chez Airbus, 12 ans sur la partie avion, sur le cœur de métier, analyse d'essais en vol et réalisation d'essais au sol. J'étais aussi impliqué dans des associations environnement et énergie, puisque de formation initiale, je suis ingénieur en mécanique des fluides et en énergétique à l'Université de Toulouse. Et donc, en 2012, j'étais aussi pilote privé. Je faisais de la voltige. En 2012, j'ai arrêté de piloter en me disant que je reprendrai lorsque je trouverai une solution durable. J'ai toujours pas repris. En 2014, j'ai bifurqué et je suis parti sur les sujets plus en lien avec ma formation initiale. Donc, j'étais en charge des sujets de l'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable pour les sites qui nous Airbus. J'ai travaillé sur la rénovation énergétique d'un data center. Et donc en 2019, j'ai rejoint les équipes informatiques pour travailler sur le sujet qu'on appelait à l'époque Green IT. Moi j'appelle plus Sustainable IT, avec très peu de poids, et qui en français donne numérique responsable, sachant que la notion de responsabilité peut être un petit peu adéquate. Alors justement, pour rappeler, ou parce que je préfère parler de Sustainable IT que de Green IT, c'est que la soutenabilité, on est traduit par développement durable, mais je n'aime vraiment plus cette traduction. La soutenabilité telle que définie par les Nations Unies, ça repose sur 3 piliers: people, planète, prosperity. Et j'aime bien prendre l'image d'un tabouret. Si vous avez un tabouret et que vous coupez un des pieds, vous vous retrouvez sur quelque chose qui n'est pas stable et qui tout le temps va tomber. Donc on ne peut pas faire de soutenabilité sans prendre en compte ces 3 piliers. Alors dans le cas du numérique, si je regarde justement un petit peu vue votre ensemble vraiment très très global, les impacts environnementaux du numérique, 3,5% des émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte tout le cycle de vie. Ça n'est pas que la consommation énergétique de l'ordinateur, du smartphone, du data center ou du réseau. C'est aussi la fabrication des équipements, c'est aussi la gestion de la fin de vie de ces équipements. C'est 10% de l'électricité mondiale, avec une tendance à doubler tous les 10 ans, et là-dessus, je vous dis tout de suite, l'accélérateur, c'est l'IA. Ce sont des chiffres qui... Alors, le 3,5%, il est récent, je vois, il est publié cette année. Le 10% de l'électricité mondiale, c'est des chiffres qui datent un petit peu et qui vont mériter une mise à jour. En termes d'impact économique, bon, il y a une pression claire sur les questions environnementales. Alors de la part de nos clients qui nous envoient des questionnaires de plus en plus détaillés et qui commencent à demander des engagements précis et des résultats d'action sur les enjeux tant sociétaux qu'environnementaux. Il y a une pression aussi des actionnaires. Je vais vous illustrer pourquoi avec un petit exemple. Et puis une pression de vous, jeunes talents, et des employés aussi en interne des sociétés qui se posent des questions en se disant mais la soutenabilité de la boîte, c'est la soutenabilité de mon poste. Donc si j'entre dans une boîte de soutenable, mon travail n'est pas soutenu, ça ne pourra pas s'être là. Et puis il y a une dimension stratégique que je vais pas mal développer, et des impacts sociaux et sociétaux, donc des enjeux d'inclusion numérique et d'accessibilité aux personnes en situation de handicap pour pouvoir utiliser les outils numériques, surtout lorsqu'on les rend incontournables. J'ai voulu prendre le tramway à Montpellier la semaine dernière. Sans smartphone et sans installer d'application, vous ne pouvez pas prendre le tramway, vous êtes en froid. Si je suis malvoyant, je le fais comment? Et puis avec des impacts, là j'ai focalisé encore une fois à l'utilisation, mais le gros des impacts sociétaux comme environnementaux, il va être en amont et en aval du cycle de vie. C'est-à-dire à l'extraction des ressources pour fabriquer les équipements et à la fin de vie avec les déchets électroniques.
Donc je vous l'ai dit, les actionnaires sont très inquiets. Ils sont inquiets de quoi? Est-ce que vous connaissez la société PG&E? Pacific Gas and Electricity Company, l'équivalent d'EDF mais en Californie. Donc, personne ne connaissait PG&E? Est-ce que vous vous souvenez des incendies de Paradise en Californie? D'accord? Donc plusieurs milliers de maisons brûlées, 86 morts. Les conséquences financières de ce désastre, c'était juste le chiffre d'affaires de PG&E qui était responsable des premiers arcs électriques qui ont déclenché cet incendie. Donc, voilà, les assurances se sont retournées contre l'assurance de PG&E, qui a immédiatement disparu, impossible de payer, et PG&E a essuyé 18 mois de banqueroute. Donc, pendant 18 mois, ils n'ont plus payé leurs fournisseurs, ils étaient sous protection de l'article 11 de la Constitution américaine. Et vous voyez l'effet sur le cours de PG&E, je pense que je l'ai mis à jour en 2025, vous voyez, il n'a toujours pas retrouvé le cours qu'il avait avant. Donc ça, c'est exactement ce que craignent les actionnaires. C'est un exemple parmi d'autres, je pourrais en prendre plein d'autres plus récents, avec Porsche qui a eu ses 2 fournisseurs de pièces en aluminium qui ont été inondés en Suisse, enfin, je peux les multiplier. Du coup, si on prend un petit peu de recul, tous les ans, en janvier, les grands économistes mondiaux se rassemblent à Davos et publient un rapport qui est un rapport sur les principaux risques pour l'économie mondiale. Alors vous avez systématiquement, sur toute la présentation, tous les liens pour pouvoir faire des mises à jour, parce que ce que je vous dis maintenant, dans 2 ans, ce sera différent. Et puis pour pouvoir vérifier les informations aussi, ce que je vous encourage à faire avec l'IA. Donc les principaux risques pour l'économie mondiale, ils sont évalués de manière classique pour les risques. Quelle probabilité que le risque soit avéré et quelle conséquence pour l'économie mondiale, quel impact ça va avoir. Là, j'ai pris la planche de janvier 2020 de manière intentionnelle et on ne va pas regarder tous les risques, on va juste regarder les 9 premiers. Donc, dans les 9 premiers, vous en avez 5 qui sont en vert pour les risques environnementaux. Donc, échec sur la lutte contre le changement climatique. On va même parler de bouleversement climatique. Météo extrême, ces deux-là ils vont quand même un petit peu ensemble. Impact sur la biodiversité, et ça, j'insiste lourdement. Sauver le climat en tuant tout vivant, ça ne servira pas à grand-chose. Quand je suis dans un amphi de chimie, j'insiste lourdement là-dessus. Ceux qui iraient vers la filière des phytosanitaires. Désastres naturels, catastrophes créées par les humains eux-mêmes, catastrophe nucléaire par exemple, crise sur l'eau. Et là, on a 2 autres risques qui sont plus bas en termes de probabilité d'impact, mais qui sont quand même dans le top 8. Cyberattaque, effondrement des structures, donc celui-ci quand même on a vu qu'il était plus bas parce qu'il a été bien testé après, et il a été testé lors d'une crise qui est celle-ci. Ici, là, le 9e risque qui est le plus bas en termes de probabilité d'impact, ce sont les maladies infectieuses. On est en janvier 2020, quelques semaines, mois plus tard, voilà la manifestation de cette crise avec le Covid. Donc tout ce qu'on voit là, ça tape plus fort que ce qu'on a vécu en 2020 et 2021. Ça, c'était pour le World Economic Forum. Il y a des mises à jour tous les ans, je vous l'ai dit. Donc là, j'ai pris la mise à jour de 2025, et je vous encourage à regarder celle qui sera publiée en janvier 2026. Et depuis la crise Covid, justement, ils ont séparé ces risques entre les risques à court terme, 2 ans, et les risques à long terme. Alors, le World Economic Forum, il se projette à 10 ans. Pour eux, c'est ça le long terme, ça passe pour jeter au là. Les impacts climatiques et les impacts sur la biodiversité, c'est surtout le siècle, il faut les regarder même au-delà. Et vous voyez l'évolution, donc à court terme, les gros risques, désinformation et mauvaises informations. Je pense que là aussi, on peut se poser des questions sur l'IA. Météo extrême, c'est quand même le 2e. Cyberespionnage, et puis voilà, tout ce qui va être malveillance est quand même en bonne place. Impact sur la société, on peut aussi confirmer, on dit pleinement, soit d'exposition. Et puis après, si on se projette à 10 ans, vous voyez les risques environnementaux qui deviennent totalement prépondérants et les risques informatiques qui sont quand même tout présents sur la désinformation. L'IA qui apparaît comme un risque, 6e position. Et puis toujours les espèces. Tout ça, c'était général. Donc si je rappelle un peu ce qui est spécifique au numérique, si je prends la pollution liée à l'automobile ou liée au secteur aérien,
Le gros d'impact, c'est lorsque l'équipement, lorsque la voiture ou l'avion sont en utilisation. La fabrication, elle a un impact, mais en pourcentage, c'est assez faible. Dans le numérique, c'est le contraire. Dans le numérique, surtout en France, où on a une électricité qui est décarbonée, mais ça reste vrai quand même à l'échelle européenne ou mondiale, le gros des impacts environnementaux, il est lié à l'extraction des ressources pour fabriquer les équipements. Là, je vous ai mis quelques exemples voilà, de mines, soit en Asie, soit en Amérique latine. Alors quand je dis 70% des impacts, je suis en train de faire un gros mélange de différents types d'impacts. Je mélange des choux et des carottes. Donc je vais dessiner un petit peu après ce type d'impact. Et puis la fin de vie des déchets électroniques, où 70% des déchets électroniques émis par les pays de l'OCDE vont alimenter un trafic international. Alors moi, quand j'ai entendu ces chiffres-là en 2012, je me suis dit, en 2018, je me suis dit, je pense que je suis au courant quand même, je m'intéresse beaucoup au sujet environnemental, donc je suis allé les vérifier. Et effectivement, les vérifier assez facilement, puisque Interpol travaille sur ce trafic et estime qu'il est aussi lucratif que le trafic de drogue et que le chiffre d'affaires est à peu près comparable. Et puis après, c'est facile, les journalistes prennent les déchets électroniques, mettent des trackers GPS dedans, abandonnent ces déchets électroniques sur la voie publique avant le passage des encombrants, donc quelques heures avant le passage des encombrants, et regardent qu'ils perdent le signal GPS. Et donc dans 7 cas sur 10, on va perdre ce signal au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Thaïlande. Dans 3 cas sur 10, ça va rester en France. Dans un cas, ça va partir en incinération, c'est illégal. Dans un cas, ça va partir en enfouissement, c'est illégal. Et dans un cas sur 10, effectivement, ça va partir dans les filières de recyclage correct. Alors ces chiffres-là sont en train de s'améliorer un petit peu, mais malgré tout, cette problématique-là est toujours présente. Et je vous invite à suivre un journaliste ghanéen qui s'appelle Mike Canal, qui tous les ans, vers la période de novembre, dit ouais, super, les Européens vont renouveler toute leur flotte d'équipements, donc on va recevoir une grosse vague de déchets électriques sur la tête. Voilà. Donc vous voyez dans quelles conditions des enfants ou de jeunes adultes, parce que l'espérance de vie dans ces décharges-là, c'est la trentaine d'années, à plus. Voilà, vous voyez dans quelles conditions les enfants vont aller démonter les équipements, essayer de récupérer les endroits où on a les métaux les plus précieux, donc les cartes électroniques. Et vous voyez derrière aussi un lac. Je vous laisse imaginer l'état de la nappe phréatique en termes de pollution. Pour illustrer ces 70% d'impact, j'ai pris une analyse cycle de vie publiée par l'ADEME. Donc j'espère que vous êtes familier avec les analyses cycle de vie. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vivement à aller creuser ce que c'est. Donc on va éclater le cycle de vie de différents biens de consommation, et là il y a un zoom qui est fait sur les équipements informatiques. Donc vous avez les télés, les ordinateurs, les écrans, les tablettes, les smartphones, etc. C'est toujours ramené à l'équipement et pas au kilo d'équipement, parce que sinon les smartphones prendraient un gros bête par rapport aux autres équipements. Et donc on éclate le cycle de vie entre, alors là en plus ils ont bien détaillé, entre la production de matières premières, le transport des matières premières, leur raffinage, ensuite l'assemblage des équipements, qui est vraiment le ciel et qu'on pourra faire, leur envoi, leur distribution. Donc là vous voyez que la part jaune par exemple est significative pour les ordinateurs. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est significatif pour les ordinateurs? Alors ce qu'on voit là en fait c'est magique. C'est que comme la puissance informatique augmente régulièrement, je me rappelle la loi de Moore, je peux mettre 2 fois plus de transistors électroniques sur une puce donnée tous les 24 mois. Alors en fait, si je mets trop de temps à distribuer mes équipements, ils perdent de la valeur pendant le transport. Donc pour éviter qu'ils perdent de la valeur, on les envoie par avion, et ce qu'on voit en fait c'est l'impact de l'avion. Alors que les autres équipements vont faire plus de rendre. Au passage, la loi de Moore, c'est une pure illustration d'effet rebond. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est capable de mettre 2 fois plus de transistors sur base de lait tous les 24 mois, et on en déduit qu'on est capable de faire 2 fois plus de tonnes cubes, par exemple, en IA. Alors qu'on pourrait très bien se dire, bah non, je vais faire le même type de calcul, mais comme je vais avoir moins de surface, je vais consommer moins d'énergie, je vais faire de la sobriété, je vais faire plutôt de l'efficacité, d'ailleurs, de l'efficacité énergétique. Et je vais consommer moins que le même type de calcul. On a choisi de dire, bon, non, on peut faire plus de calcul parce que je peux le faire. On aurait pu aussi se mettre entre les deux. Je fais un peu plus de calcul, mais je respecte quand même mon empreinte.
Donc voilà, l'illustration, vous voyez bien que la part d'extraction des ressources est prépondérante pour tous les équipements. Vous allez lire ce rapport. Alors là, c'est quand même l'étude précédente, c'était en France, avec un mix électrique décarboné. Qu'est-ce que ça donne si je vais dans un pays où le mix électrique est un peu plus violent, un peu plus carboné, pardon. Donc le mix électrique, là j'ai pris la Corée du Sud, avec beaucoup d'utilisation de charbon, de gaz, de pétrole pour la production d'électricité. Mais surtout, j'ai pris l'approche multicritère, c'est-à-dire que je ne regarde plus le bouleversement climatique, mais je prends en compte aussi l'épuisement des ressources abiotiques, c'est-à-dire l'épuisement abiotique qui n'est pas linéaire, qui n'est pas renouvelable, pour simplifier. Donc ressources abiotiques aussi, gaz, électricité, charbon, et ressources abiotiques minérales, tous les métaux qu'on va voir pour son acidification des sols, parce que quand j'ai extrait la matière première, en fait j'ai un minerai qui est souvent sous une forme de carbonate, de nitrate. Je suis dans un amphi de chimie, ça vous parle, j'espère. Une fois que j'ai récupéré mon métal pur, bah, ces ions-là, ils restent. Il reste dans ce qu'on parle des déchets miniers, ce qu'on appelle des stériles. Pourquoi stériles? Parce que dès qu'il va pleuvoir dessus, ça va réagir, ça va créer de l'acide nitrique, l'acide sulfurique, etc. Et c'est bien pour ça qu'on parle de stériles. Donc là, vous pouvez essayer d'aller planter des arbres sur des stériles miniers pour faire de la compensation carbone. C'est pas gagné. Enfin, impact sur la couche d'ozone, eutrophisation, donc perte d'oxygène dans les biotopes. Oxydation, et puis tous les types de toxicité pour l'environnement. Et vous voyez que l'impact pré-manufacturing est systématiquement prépondérant, avec quand même un impact sur la toxicité humaine très fort sur la fin de vie, parce que les déchets électroniques, un PC c'est 2000 substances chimiques, donc quand je vais démonter ça, quand je vais vouloir recycler, j'ai des émissions il ne s'agit pas de respirer. Alors depuis tout à l'heure, je parle de numérique responsable, je ne l'ai pas défini. Donc, si je devais le définir, je dirais que pour moi, c'est la convergence entre deux transitions. La transition digitale, celle-là, on l'avait vu à grande vitesse. La transition énergétique et environnementale, qu'on ne vit pas du tout à la même vitesse. Et à la convergence de ces deux transitions, on devrait avoir la même transformation, qu'actuellement, c'est une plus forte transition. On devrait avoir un futur souhaitable. Ce qu'on constate, c'est qu'on a aussi des conflits d'usage. Donc, conflits d'usage sur l'électricité. J'ai pris ici des prévisions qui ont été faites en 2008 sur les consommations d'électricité pour le numérique. Donc, tout pareil, pour les 3/3, les data centers, le réseau, les terminaux. Et ces prévisions ont été très très bien respectées, donc faites en 2008, et quand on a fait les bilans l'année 2018-2020, on était bien entre 2000 et 2500 TWh d'électricité pour alimenter tout ça. C'est-à-dire 10% de l'électricité mondiale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, les chiffres sont un petit peu très gros, et les prévisions pour maintenant, on serait autour de 4000 à 4500. Donc voilà, on va attendre 2026 pour avoir les chiffres de 2025, mais ça devrait se confirmer. Et l'IA va clairement accélérer ça. Et puis l'électricité, tout le monde en veut. Pour décarboner, pour les voitures électriques, pour un jour peut-être avoir des avions hydrogène, voilà, l'aéronautique en rêve. Impact aussi sur l'eau. Alors tout à l'heure, vous ne connaissiez pas PG&E, mais est-ce que vous connaissez TSMC? Oui. Ah, j'électronise ça. Alors TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Pas grand monde connaissait TSMC début 2021, à part les électroniciens. Au printemps 2021, il y avait beaucoup plus de personnes qui le connaissaient. Parce qu'au printemps 2021, sécheresse sans précédent à Taïwan. Et là, les autorités doivent choisir. Est-ce que je donne de l'eau alors aux populations pour qu'elles puissent se nourrir, avoir de l'eau dans la casserole, qu'elles puissent se laver? En contexte Covid, dans ce cas, c'est peut-être une bonne idée de maintenir l'hygiène. Est-ce que je donne de l'eau aux agriculteurs, histoire d'avoir quelque chose à mettre dans la casserole? Est-ce que je donne de l'eau à TSMC pour fabriquer des semi-conducteurs pour pouvoir les exporter et avoir une super balance économique? Alors, ils ont mis 15 jours à décider quand même. Au bout de 15 jours, ils ont dit à TSMC, bon, il va falloir réduire la production de puces électroniques. Conséquence, à l'autre bout de la planète, que ce soit chez Soprasteria ou chez Orbus, on n'était plus capable de renouveler nos ordinateurs. Donc, les ordinateurs qui arrivaient en fin de parcours. Là, dans ce coup, il fallait les faire durer, et l'impossible est devenu possible. On a réussi à le faire durer. Peugeot n'arrivait plus à sortir ses véhicules, parce que les puces électroniques, là, voilà, ils ont des plaintes en voiture, si elles ne sont pas là, le véhicule ne sort pas. Donc, conflit d'usage sur l'eau aussi.
Et puis, les deux sont couplés ensemble. Je n'ai pas besoin d'aller à Taïwan pour illustrer le problème de l'eau. Je peux rester dans la région. Vous savez très bien que pendant l'été, le niveau de la Garonne est tel que je suis obligé d'arrêter la centrale de Belfèche parce que sinon, je refroidis trop, je réchauffe trop la Garonne et je vais tuer la biodiversité derrière, je vais tuer le poisson et toute la vie qu'il peut y avoir en aval. Donc il y a des contraintes qui imposent aux centrales nucléaires de ne pas réchauffer je ferai plus d'un degré en l'occurrence, parfois avec des dérogations, mais que ce soit sur le Rhône ou sur la Garonne, il est nécessaire d'arrêter les centrales pendant l'été. Donc on voit que les conflits d'usage en plus sont clés. Et puis conflits d'usage sur les ressources minérales, alors les terres rares et le reste des métaux. Alors je vais prendre deux exemples de terres rares. Est-ce que vous connaissez le niobium et le praséodyme? Non. Pourtant vous en avez plein. Là, vous en avez. C'est ce qui est utile pour faire des aimants permanents. Le gibreur, il a du praséodyme et du niobium. Les aimants permanents, utilisés dans certaines éoliennes, parce que quand j'ai des éoliennes offshore, c'est intéressant d'avoir des roulements à palier magnétique plutôt que d'avoir des roulements mécaniques qui vont demander plus de maintenance. C'est quand même pas facile d'aller en haute mer. Donc les éoliennes, les moteurs, quand je veux un moteur électrique hyper efficace, Tesla par exemple, je vais avoir des moteurs aimants permanents et je vais avoir ces terres rares. C'est indispensable. On sait faire des moteurs électriques sans terres rares, mais le rendement des terres rares aussi. Et puis, le secteur du numérique. Le secteur du numérique, on utilise massivement les terres rares pour tous les composants de la vie. Donc, conflit d'usage entre énergie renouvelable, efficacité énergétique et secteur du numérique. Et puis, j'ai pas besoin d'aller regarder les terres rares, qui d'ailleurs sont tous sauf rares. Elles sont abondantes, simplement, elles ne sont pas en concentration exploitable partout sur la planète. Il y a très peu d'endroits. Et donc, et en plus, les endroits où ils sont raffinés sont plutôt en Chine. Donc, l'Europe est totalement dépendante de la Chine sur les terres rares. Je vais prendre d'autres exemples, le gallium et l'indium, qui ne sont pas des terres rares. Si on a un éclairage LED au-dessus de la tête, c'est parce qu'on a du nitrure de gallium qui permet d'avoir une LED bleue, et après on va rajouter un luminophore qui va permettre d'avoir une LED blanche. À l'université Paul Sabatier a des grands noms d'éclairage, je pense à Georges Illis. Donc si vous voulez creuser ça, appelez encore Georges. Donc gallium pour les éclairages LED pour faire des efficacités énergétiques. Dans certains panneaux photovoltaïques, tout ce qui est membrane mince, les panneaux très légers, ou pour le spatial, parce qu'on veut des rendements dopés, on va aller mettre du gallium et de l'indium sur les panneaux pour augmenter le rendement. Et puis, si j'ai la communication par fibre, si j'ai un écran, c'est parce que j'ai de l'indium et du gallium, ou du germanium, au début de la fibre, à la fin de la fibre, à chaque fois que je vais avoir des conversions entre optronique et électronique. Donc, conflit d'usage, là, pareil, entre efficacité énergétique, énergie renouvelable et secteur de numérique. Vous avez tous un smartphone ou même des ordinateurs avec vous, des tablettes, je pense. Est-ce que vous avez... Bon, je suis dans un amphi de chimie, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler le tableau de Mendeleïev, mais est-ce que vous vous souvenez combien il y a d'éléments naturels sur un tableau de Mendeleïev? Oui. Un classification périodique. Oui. Allez, lâchez-vous, hein. Tentez, hein. Vous ne serez pas noté, je ne compterai pas par même. Combien? Personne? Non. 94 éléments naturels, et encore là-dedans, j'intègre des éléments décomposés qu'on trouve à l'état de trace. Le reste, c'est des éléments qui ont été pour atteindre les 118, c'est-à-dire les 24 autres, sont des éléments qui ont été créés par les humains par manipulation. Combien je vais retrouver sur les 94 là-dedans? Petite idée? C'est où? Non? Entre 50 et 60. Moi, je vais précautionner, je vais dire entre 40 et 50. C'est-à-dire, vous avez entre la moitié et les 2/3 des éléments qui composent tout l'univers qui nous entoure, et les web d'ailleurs, là-dedans, dans ce volume-là. Donc, je vous montre un peu où ils sont. Donc, ça, c'est une planche de l'association Sys-Text, à laquelle contribue pour Stéphane, qui est ingénieur géologue et qui fait un travail remarquable sur les lignes. Donc, il y a quand même des éléments que vous connaissez. Vous savez très bien que dans vos batteries, vous avez du lithium et du cobalt.
Si vous avez un écran tactile, c'est parce qu'il y a de l'indium, de l'oxyde d'indium, très bon conducteur, qu'on retrouve aussi dans les pare-brises d'avion d'ailleurs, dans les gambières. Le gallium dont je vous parlais tout à l'heure, on va le retrouver plutôt avec le germanium sur les cartes mères. Voilà, donc vous avez les différents éléments qu'on va retrouver ici. Et une fois que j'ai mélangé tout ça dans ce volume-là, comment est-ce que je fais pour le recycler? C'est un peu comme quand je fais la recette de cuisine, là, je mets les œufs, la farine, le pain, le lait, etc. Je mélange tout ça. Et puis après, si je veux récupérer la farine, le lait, etc., ça va être un peu compliqué. Donc, voilà les chiffres officiels de l'Union européenne en 2019 sur les taux de recyclage des différents métaux et éléments simples. Moi, je ne vais pas tous vous les faire, mais quand même, le lithium, on peut se dire, le lithium, il est dans la batterie, je peux la séparer, ça va être un peu plus facile à recycler. Ben, taux effectif de recyclage du lithium en Europe en 2019, 0%. Le gallium et l'indium dont vous parlez tout à l'heure, 0%. Le lithium, on a un espoir que ça progresse. Il y a des réglementations européennes qui définissent des taux à atteindre, etc. Et on peut voir sur le compte qu'on a su faire dans l'automobile. Recycler le gant, on a su faire à une époque. 75% parce qu'ils ont fait des contraintes réglementaires, ils se sont pliés. Et aujourd'hui, quand vous changez votre batterie au plan de votre véhicule thermique, vous l'amenez chez Doroto, on vous donne 10 € et puis voilà, pour acheter la batterie suivante et elle part en filière de recyclage. Donc on fait une consigne. On n'a pas inventé absolument. Gallium et indium, taux de recyclage, dont je parlais tout à l'heure, élément critique, 0%. Cuivre, 17%, aluminium, 10%. Alors quand j'arrive sur cette planche, moi j'ai une phrase qui peut choquer, mais le numérique tel qu'on le connaît n'est pas durable. Il est périssable comme toutes les ressources. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de numérique dans 20 ou dans 30 ans. Je suis juste en train de dire que sa matérialité va nécessairement le rattraper, qu'il va falloir la prendre en compte et améliorer ses chiffres. Et puis maintenant, j'ai plus à le dire puisque c'est réel, c'est en train de se passer. Vous voyez l'aluminium qui est à 12%, le cuivre à 17%, on voit qu'on était à 55% et à 32% de recyclage. Donc ça s'est nettement amélioré, en particulier pour le cuivre. Mais ça s'est dégradé pour d'autres indicateurs, pour d'autres métaux. Le cobalt et le nickel, par exemple, on était à 35%, on est passé à 22%. Pourquoi? Parce que c'est l'indicateur qu'on utilise, qui est le End of Life Recycling Integrate, quantifie combien quand je rentre une tonne de matière sur le marché européen, combien vient du recyclage. Si je rentre plus de batteries pleines de cobalt et de nickel venant de Chine et avec je rentre plus de batteries, mais mes capacités de recyclage n'ont pas changé, l'indicateur vous laisse. Ça ne veut pas dire qu'on recycle moins, ça veut dire qu'on en rentre plus et que le recyclage ne monte pas à la même vitesse que les entraînages. Alors, quand je suis là, je vous ai dit, ok, c'est pas durable. Maintenant, si l'épuisement il est dans 2 siècles, je ne sais pas si je vais vraiment réussir à convaincre les autorités et les patrons des grandes boîtes ou des fabricants d'équipements qu'il va falloir se préoccuper d'aller faire plus de recyclage, de réutiliser, d'augmenter la maturité des équipements. Donc la question c'est quand est-ce que je vais épuiser ces ressources? Alors là j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai mis des années à trouver ce type de courbe qui est une courbe de production immédiate, pas une courbe de demande. Les courbes de demande, vous en ouvrez plein, c'est des boulies exponentielles qui s'envoient à la machine. Maintenant on est sur une planète avec des ressources finies, donc concrètement comment est-ce que j'extrais mes ressources et à quel moment je passe par des pics de production? Donc ça, c'est une étude australienne de 2013. L'Australie est une plus grande nation minière, je pense que vous le savez. Et voilà, cette étude nous dit que sur le pic de production du cuivre, ce sera quelque part vers 2030-2035. Donc le cuivre est très utilisé pour toutes les applications électriques. Là, il n'y a pas besoin de se poser la question si je suis sur du renouvelable, du nucléaire ou je ne sais pas quoi. Là, on va sortir de ces conflits stériles. Tout le monde a besoin de cuivre. Et aujourd'hui, on est déjà en train de faire de la substitution. RTE et Enedis, aujourd'hui, achètent de l'aluminium pour se substituer au cuivre.
Et vous le voyez d'ailleurs, on va avoir les taureaux ne font pas la même taille. Pour avoir la même résistance, il faut des taureaux beaucoup plus gros. Et du coup, on va avoir moins d'aérien. On va enterrer de plus en plus cible. Donc ça, c'est voilà, plus une courbe possible. Là, j'en ai trouvé 4. Déjà, la première, alors ça, c'est une source. Autant là, c'est une étude, on peut dire, ouais, bon, l'étude, est-ce qu'elle est indépendante? Là, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui a publié ça, et là aussi, la publication est récente, je pense que c'est 2024. Avec le même type de courbe, mais cette fois-ci, on va rajouter le fait de recycler. Et donc là, on voit que la disponibilité du métal est maintenue, même si je passe mon pic de production de cuivre à peu près au moment où c'est mon étude précédente, c'est-à-dire 2035. Si j'améliore mon recyclage, vous avez vu plus tard, je vais avoir une disponibilité. Mais on voit bien qu'on est loin de répondre à une exponentielle quand même. Et puis pour certains métaux comme le nickel, en 2040, même avec le recyclage, je vais passer par un pic de disponibilité. Le lithium plutôt vers 2050. Donc voilà, la matérialité est là, elle va se rappeler à trop plein souvenir sous forme de contraintes. Ça a forcément un impact sur le prix. Donc là, j'ai pris, ça c'est des cours que vous trouvez, vous allez sur n'importe quel site, vous allez trouver le cours du cuivre. Et vous voyez ici, depuis 1960 jusqu'à 2025, le cours du cuivre. Alors là, on voit quand même qu'il y a une belle tendance à une droite, sauf que l'échelle est de bien comme donc là, vous avez une exponentielle sur le prix. Et puis vous voyez les crises, alors on va dire les grandes variations, d'éclat des crises, réduction nettement, on arrive plus c'est long. Alors tout ça, c'était des constats. Maintenant, comment est-ce que je passe un peu à l'action face à ce constat que le numérique va devoir se transformer lui aussi sur les questions environnementales et sociales. La première chose, c'est que je vais mélanger les complexités des sciences environnementales avec la complexité des sciences informatiques, les techniques informatiques. Quand je mélange les deux, j'ai quand même un truc qui n'est pas facile à appréhender. On est loin d'être sur des choses qui sont intuitives et faciles. Donc la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est la compétence et c'est la formation. Ouais. J'ai la chance d'être dans un institut universitaire de technologie. Voilà. Je suis au bon endroit pour parler de formation. La compétence, elle ne s'invente pas. Il faut aller chercher des acteurs qui ont travaillé sur ces sujets-là. Et l'écosystème du numérique responsable a vraiment bien avancé. Face à EcoInfo, qui est un mouvement de recherche et accompagnement de service du CNRS, qui est le premier acteur qui s'est emparé de ce sujet en France, et qui a réussi à essaimer la connaissance au sein des organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Donc il y a un écosystème du numérique responsable qui s'est créé, un institut du numérique responsable, dont j'ai eu la chance d'être directeur de la communication en fonction bénévole pendant des temps. Donc les formations, les sensibilisations, comme aujourd'hui, des formations plus poussées en analyse cycle de vie appliquée au numérique. C'est pas pareil de faire de l'analyse cycle de vie sur un service numérique, envoyer un mail, ou sur un équipement. Un équipement, c'est relativement facile. Il faut la liste des matériaux que j'ai par différents poids et cartes, etc. Je sais combien j'ai d'or, je sais combien j'ai de platine, je sais combien j'ai de tungstène, etc. Et puis, le tantal. Et puis après, j'ai des bases d'impact qui me disent qu'un gramme de tantal, c'est tant de CO2, c'est tant d'acidité, etc. Et puis, j'ai fait mon CV sur un équipement. Sur un service, quand j'envoie un mail, je prends quel pourcentage de mon PC, je prends quel pourcentage du réseau, je prends quel pourcentage du data center par lequel il va transiter, et quel pourcentage du PC sur lequel il va arriver, ou du smartphone sur lequel il va arriver. Donc là, j'ai quand même beaucoup d'hypothèses à faire. J'ai caractérisé mon architecture informatique. Est-ce que j'envoie mon mail de Toulouse à Toulouse? Est-ce que j'envoie le truc de la planète? Là où ça va passer? Donc c'est là qu'il y a des sciences fortes. Il y a des outils de sensibilisation qui sont disponibles, il y a des outils de formation, il y a un MOOC de l'INRIA et du CNRS qui est disponible gratuitement, qui a à la base été créé pour le personnel enseignant et qui finalement a été ouvert à tout le monde. Une deuxième version est en cours. Il y a de l'éco-conception aussi, mais je suis ingénieur. Alors, avec l'IA, le sujet de data center, c'était un peu endormi, parce qu'on s'était rendu compte que le gros impact, c'est la fabrication des équipements, donc la priorité, augmenter la durée de vie des équipements, plus que de travailler sur l'efficacité énergétique. Et puis avec l'intelligence artificielle, là, le sujet data center, il est en train de réfléchir un peu.
Donc oui, on doit travailler aussi sur les data centers, sur leur consommation, leur efficacité, et on ne doit pas regarder que l'aspect puissance électrique. Aujourd'hui, les data centers, on les annonce en gigawatts. On dit, voilà, ah, je veux tant de gigawatts. Donc la dernière en date, là, c'est OpenAI qui dit, moi, je vais m'installer là où j'ai 10 gigawatts. Le réseau français, c'est combien? Entre 50 et 80, et avec des pics entre 80 et 100. Donc ça veut dire que là, il faudrait les donner tout de suite à OpenAI les 10% d'électricité, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis pour le numérique en 20 ans, il faudrait qu'on le donne à OpenAI tout de suite pour qu'il puisse s'installer. J'ai des quelques doutes. Bon, il y a des, je vais passer les détails, mais voilà, il y a des possibilités d'optimiser le data center, mais je ne peux pas regarder que la puissance électrique, je dois aussi regarder les consommations en eau. C'est très facile de faire des transferts d'impact. Le cas à l'été 2022, l'été 2022, conflit en Ukraine, donc démarré en février, prix d'électricité très haut, or refroidir un data center, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bah, en évaporant d'eau, pas de problème, ça va, je facture aussi, donc je récupère mes consommations d'électricité en allant évaporer l'eau. Et en Hollande, qui n'a pas un d'eau, Microsoft et Google ont consommé 4 fois la quantité d'eau qu'ils avaient consommée jusqu'ici. Donc les autorités hollandaises en sont un peu tournées dessus en disant, là, il va falloir quand même faire attention. Et puis il y a aussi cet indicateur, le Carbon Usage Effectiveness, donc qui est de dire, ok, j'ai de la consommation électrique, d'où vient mon électricité, vous communiquez, vous, GAFA, Google, Amazon, Facebook, enfin, Meta, etc., vous communiquez sur le fait que vous avez des super PIE et que vous êtes à 100% énergie renouvelable, mais c'est quoi le contenu carbone d'électricité que vous consommez réellement? Et là, cette question-là, ils ne savent pas toujours répondre. D'autant plus qu'ils sont allés s'implanter en Irlande pour des raisons fiscales, et qu'aujourd'hui, ils sont tellement nombreux à s'être implantés là-bas que le réseau d'électricité irlandais a été déstabilisé. Et pour le stabiliser, les autorités sont obligées de réinvestir dans des moyens carbonés. Et donc, on voit le bus électrique de l'Irlande, le contenu carbone de l'électricité irlandaise augmenter alors que tous les autres pays d'Europe arrivent à le baisser. Les équipements, alors vous avez tous un smartphone. Qui a un smartphone reconditionné? Pas mal. C'est clairement la meilleure des pratiques. À défaut d'avoir un smartphone reconditionné, qui a un Fairphone? Un Fairphone, le seul smartphone éco-conçu de la planète, la seule marque hollandaise, les seuls à s'être vraiment posé la question de comment est-ce que je peux augmenter la durée de vie de ça, comment je peux le réparer moi-même, comment je peux remplacer chacun des équipements. Alors c'est pas donné un Fairphone, c'est plutôt de 400-500 €, mais c'est quelque chose que vous allez garder au moins 7 ans. Vous n'en trouverez pas beaucoup de reconditionnés parce que les gens les gardent. Bon, je passe rapidement sur ce sujet-là. Un gros enjeu sur la communication, bah, c'est clairement la raison pour laquelle je suis là. La communication, elle est aussi sur sa chaîne de valeur. Quand je travaille dans une direction informatique, que ce soit chez Airbus, ou quand je travaille dans une entreprise de services numériques, le gros de mon impact sur le critère changement climatique, oui, mes consommations énergétiques vont se voir pour 20%, 15-20%. Le gros de l'impact, c'est mes fournisseurs. Ce qu'on appelle le scope 3 ramène. Donc si je regarde que mes consommations énergétiques, je suis en train de jouer sur 15-20% du problème. Si par contre je remarque ma chaîne de valeur, je demande à mes fournisseurs qu'est-ce qu'ils font pour s'améliorer, comment est-ce qu'ils augmentent la durée des équipements, comment est-ce qu'ils mettent de la matière recyclée là-dedans et réellement recyclée et pas décyclée. Parce qu'un vrai recyclage, c'est de réutiliser la matière dans la même filière. L'aéronautique par exemple, est-ce que vous savez combien d'aluminium utilisé dans l'aéronautique vient du recyclage? Ben, c'est facile, 0% de on a du décyclage. L'aluminium va partir de l'aéronautique vers la filière automobile, qui est ravie d'avoir de l'aluminium de très bonne qualité, et qui a moins de contraintes sur maîtriser exactement quel est l'alliage que j'ai utilisé. Parce que j'ai de l'aluminium, ok, mais j'en ai 20 à 30 alliages différents. Pour recréer mon alliage, il faut que je sache exactement le même avant. Il faut que je le caractérise, etc. Donc ça va partir dans l'automobile. Une fois que c'est dans l'automobile, ça va partir dans les menuiseries de bâtiments, et puis à la fin, tout au coup, ça va être la canette. Une fois que j'ai la canette, je maîtrise tout ce que j'ai dedans, ça fera un nouveau des canettes, mais c'est tout ce que ça fera. C'est une perte de valeur à chaque fois, mais je ne suis pas du tout dans une fluide circulante. Je suis dans une décyclage.
Ça, c'est pas ce qu'on va communiquer voilà, quand on promeut le recyclage, mais c'est une réalité. Donc il y a aussi des progrès à faire pour faire un vrai recyclage, une vraie économie circulaire, voire de l'upcycling, c'est-à-dire remonter la main. Donc embarquer sa chaîne de valeur, ça va être clé. Et puis il y a aussi une question d'obtenir de certains fournisseurs qui sont plus puissants que d'autres, je vous ai parlé des GAFAM, de savoir quelles sont les émissions associées à leurs services, aux services qu'ils nous vendent. Donc, quand j'ai du stockage chez Microsoft, ou chez Google, ou chez Amazon, quelles sont les émissions de CO2 associées? Et là, il y a plusieurs études qui ont montré que déjà les rapports, ce qu'on appelle les URD, c'est-à-dire les déclarations d'émissions de ces acteurs-là sont très largement sous-estimées. Et après, ils ont tous un petit calculette pour nous montrer que tout va bien et vraiment, on a bien fait d'aller chez eux. Quelle confiance on peut avoir dans ces calculettes. Aujourd'hui, il y a des outils à mettre en place pour avoir des objectifs, pour avoir des chiffres qui soient fiables. Moi, j'ai pour habitude de dire que le cloud est très bien nommé. Parce qu'en termes d'impact environnemental, il n'y a rien qui soit aussi nébuleux que le cloud, si ce n'est le réseau qui nous y connecte. Donc le réseau Orange, des télécoms, etc., pareil. C'est pas la grande transparence sur quelles sont les émissions associées au transfert d'informations sur le réseau. Alors ce que je dis là est un peu méchant pour certains acteurs. OVH, par exemple, donne de beaucoup de transparence sur ces questions environnementales et d'architecture. Tout ça, c'est à organiser au niveau de la direction informatique, au niveau de la gouvernance. Donc, je vous passe rapidement là-dessus. Mais en abordant tout ça, j'ai un peu tourné autour du problème, mais je n'ai pas traité le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est qu'un software, là pour le coup, c'est très mal nommé. Aujourd'hui, on ne devrait pas parler de software, on devrait parler de bloatware, on devrait parler de fatware, parce que la puissance informatique requise par les softs n'a eu de cesse d'augmenter, et de manière totalement démesurée. Pourquoi? Parce qu'on avait la loi NOx qui était là. Donc, comme la puissance informatique était là, quand même, un peu avec les pieds, c'était pas très grave, le 20e batch, ça finirait par marcher. Donc il y a un vrai enjeu de revenir à l'éco-conception des services numériques, à redécouvrir des bonnes pratiques, à refaire des revues de code, à refaire des revues d'architecture, à optimiser le code donc, avec de l'algorithmie. Beaucoup de choses qu'on avait oubliées, qui ont un coût, parce que la non-qualité, ça a un prix aussi, qui a un coût en termes de maintenance, et qui a un coût aussi en termes de cybersécurité. Donc il y a un enjeu à s'intéresser à une synergie entre éco-conception et cybersécurité. Et j'ai la chance de diriger un groupe de travail au sein du campus cyber, qui est à la Défense, une grosse association sur la cybersécurité, justement sur les synergies entre éco-conception et cybersécurité. Et on va publier un livre blanc d'ici la fin de l'année. Bien sûr, je n'oublie pas que le numérique peut être au service de la détransition ou des transformations. Donc oui, je prends des exemples un peu triviaux, d'avoir une petite signature numérique qui permet de ne pas imprimer, de ne pas signer, de ne pas scanner, et puis de faire ça à chacun des destinataires d'une note. Bon, ça paraît utile, si à la condition de travailler sur le même document. Avoir des outils qui permettent d'avoir une seconde vie aux équipements dans une entreprise. Donc inventer le bon coin à l'échelle de l'entreprise, ça peut être utile pour ne pas racheter une chaise si une chaise n'est plus utilisée, ou pas racheter un écran s'il y a des écrans qui sont plus utilisés. Maintenant, Julio pourra vous parler des études sur Electifogate parce qu'il est en train de travailler à réaliser un travail formidable et sur cette question-là, d'aller évaluer l'empreinte du numérique par secteur pour l'agriculture, pour les transports, et de voir quels sont les bénéfices, et de faire la balance entre l'impact et les bénéfices, et dire est-ce qu'on peut réellement considérer qu'on a un impact positif au global ou pas. Alors, maintenant je vais rentrer un petit peu plus en positif. Ce sujet-là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un sujet transverse. Donc vous ne pouvez pas le traiter par cible. Vous ne pouvez pas dire, allez, je vais faire du numérique responsable que pour les développeurs, que pour les architectes, que pour les achats informatiques. Il faut vraiment avoir une vision transverse, et donc on est obligé d'impliquer toutes les équipes, depuis le client, sur la bénéficier du service, jusqu'à la fin de vie et à l'échelle de valeur pour retraiter les équipes. En passant par une étape très importante, qui est l'étape où on introduit l'humain. Le succès d'Apple et d'iPhone
Ça a été pour la première fois, on concevait un équipement informatique pour autre chose que des ingénieurs informaticiens. Pour des vrais humains, en fait. Et c'est ce qui a créé le succès de ces métiers-là, ça a été de dire, maintenant on va travailler sur les interfaces, on va faire des choses qui sont ergonomiques, qui sont intuitives, je vais avoir des outils qui sont utilisés en termes d'expérience utilisateur. Je vous ai parlé tout à l'heure d'éco-conception, il y a plusieurs référentiels qui ont été communiqués, parfois avec un nombre impressionnant de bonnes pratiques. L'INR a 500 bonnes pratiques, l'RGSN, qui est le référentiel éclatique, on a 80 bonnes pratiques environ. Si je devais retenir une seule bonne pratique de tout ça, ce serait de dire on met les UX/UI dans la bouche, dès le départ, dès l'expression des besoins. Et alors ce qui est très intéressant à voir, c'est le taux de féminisation de cette équipe. Dans l'informatique, à 10%, je pense que je suis généreux. Voilà, c'est coupé. Dans les équipes UX/UI, on a parité. Donc, dès qu'on réintroduit l'humain dans l'informatique, étonnamment, on a la parité. Alors, maintenant, quelques clés pour pouvoir contribuer en tant qu'individu. La frugalité, c'est avant tout revenir au juste besoin. Est-ce que j'ai besoin de 2 écrans larges en plus de mon smartphone, pour faire de mon PC, pour faire croire que je suis data scientist? Moi, je m'en passe. Est-ce que j'ai besoin d'un casque Bluetooth? J'ai un casque filaire, ça me va très bien. Quand mon casque filaire il a des coussinets qui sont usés, je change les coussinets, je ne change pas le casque. Oui. Mais je rigole, mais c'est comme ça que ça se passe dans les grands groupes. Quand j'enregistre une réunion, quand vous faites une présentation sur Canva, combien de temps vous la gardez sur Canva? Éternellement? Au cas où vous, petits arrière-grands-enfants, voudraient faire de l'archéologie sur vos présentations? Bon, pas sûr que ça soit très utile. Donc, une réunion en visio, au bout de 6 mois, si on l'efface, et puis voilà, c'est fini. Équipement reconditionné, j'en ai parlé. Décommissionnement, ça c'est important, on s'en pas directement. Se former, s'informer. Donc tout à l'heure, je parlais de l'impact des mines, il n'est pas que environnemental. Donc là, on a la chance d'avoir un témoignage de David Maeda Kitoko. Je vous ai mis le lien. Je vous encourage, si vous regardez ça, à mettre un certain blindage émotionnel avant de regarder. C'est un témoignage sur la réalité en République démocratique du Congo. 70% du cobalt dans la batterie vient du Congo. 70% du tantale dans chacun des condensateurs, dès qu'il y a un condensateur, il y a du tantale, ça vient à Congo. Et ça alimente un conflit armé qui dure depuis 30 ans, qui a fait entre... Alors là, il n'y a pas des grandes statistiques, là, mais entre ces 7 millions depuis les années 90, avec des conditions là. Et David est réfugié de RDC, il travaille pour une association qui s'appelle Envoi, qui est à Toulouse. Donc le jour où vous devez renouveler votre smartphone ou votre IPC, je vous encourage à aller chez Envoi. Vous aurez des PC de qualité professionnelle, exactement le même que ça. Vous les paierez 2 fois moins cher. Et en plus, vous alimenterez l'économie sociale et solidaire, puisque ce sont des personnes en situation de handicap et de réinsertion qui reconditionnent ces études. Ils sont inconnus. Et puis, si vous voulez vous former, je vous ai parlé d'un MOOC, vous avez ici le lien, les référentiels d'éco-conception, c'est les SMS. Et il y a dans tout ça, ça va être la transition pour Gilot, parce que je pense qu'on prendra mes questions après la conférence de Gilot, si ça vous va, simplement pour libérer Gilot, qui aura des conférences à Lyon demain. Je ne sais pas comment tu fais pour tenir avec mes petites charmes. Et voilà. Donc, je vous rappelle, il existe une vie compris numérique sans intelligence artificielle, et moi je suis un bon exemple. Moi je n'utilise absolument pas bien, pas du tout. En tout cas, pas intentionnellement. L'enjeu du Big Data, alors ça c'était d'ailleurs la semaine dernière, il y avait un salon Big Data, moi je suis encore effaré qu'on parle encore de Big Data. Avoir un gros tas de données dont on ne maîtrise pas la qualité, c'est alimenter un système où quand j'ai la mauvaise donnée d'entrée, je ne vais pas inventer des résultats. Les résultats seront de mauvaise qualité. Ça c'est vrai pour tout service numérique. Si je travaille sur la donnée de mauvaise qualité, le résultat sera de mauvaise qualité. Là. Les petits gros avec ça en informatique, c'est ça, non? Pour qualifier ça. Donc moi, je préfère parler de qualified data et pas de big data. Je vais avoir de la donnée de qualité en plus faible quantité. Et puis, je vais pouvoir, du coup, avoir des outils qui soient efficaces. Moi, je ne connais pas d'intelligence artificielle sans intelligence humaine. Et parfois, on est un peu surpris
d'où est l'intelligence humaine. Parce que pareil, sur l'IA, il faut aussi s'intéresser à remonter le cycle de vie. Quand on vend l'IA, on vous la vend souvent avec ouais, super, on va pouvoir faire de la médecine, on va pouvoir faire des sciences, etc. Alors, un chiffre que je n'ai pas réussi à soupçonner, donc je vous invite à prendre avec des précautions, mais il a été annoncé au sein de WAX en 2023, et qui disait que 80% de la recherche appliquée en IA, c'était à des fins de marketing. On est quand même loin des besoins fondamentaux de l'humanité. Les 20% qui restent, effectivement, il peut y avoir des sujets scientifiques de valeur. Il faut aussi entraîner les modèles. En particulier, on va vendre l'IA avec le médical. Ce que j'ai appris l'an dernier au Tech Forum, c'est qu'il y a une thèse en cours sur le fait que pour entraîner ces modèles, il faut du personnel médical qualifié. Il faut pouvoir dire ça, c'est une fracture, ça, c'est pas une fracture, ça, c'est un cancer, ça, c'est pas un cancer. Ben, pour entraîner ça, il y a des médecins. En France, je peux vous garantir, on ne regorge pas de médecins. Hein. Bon courage si vous cherchez à faire retour. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des médecins ailleurs. On va les chercher en particulier à Madagascar. Donc on sort les internes, on sort le personnel qualifié du médical des hôpitaux. Vous imaginez bien qu'à Madagascar, on regorge de médecins. Et France, au moment, vous imaginez qu'à Madagascar, on regorge. On les paye un petit peu plus cher, et puis ils vont aller faire cet entraînement pour nous, que les médecins accueillent chez nous, tout qu'on ait moins de médecins. Et puis après, on verra Médecins sans frontières, Médecins du monde à Madagascar. Elle marche un peu sur la tête, d'accord. Donc, il existe des référentiels, comme il existe des référentiels sur l'éco-conception, il existe des référentiels sur l'IA frugale. Voilà, donc, bon, sur les data centers, je passe, mais réellement, là, on a des prévisions. Enfin, quand vous voyez qu'on redémarre des centrales nucléaires pour pouvoir alimenter l'IA, il faut quand même se poser des questions, surtout lorsque c'est la centrale nucléaire la moins fiable des États-Unis. Et puis des biais, hein. Les biais d'IA, ils reflètent juste les biais humains et ils les accentuent. Donc ça, je vais laisser la parole à Gigo qui va développer ça de manière bien plus compétente que moi. Et pas de questions, ce sera